Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme d'habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous avez 80 balais. Vous avez combien de temps? Ça ne durera qu'une heure a priori. En tout cas pour l'instant. Donc je suis très content de vous avoir comme chaque mardi. J'espère que les gens qui nous écoutent vont bien également. Alors là, j'ai quand même quelques sujets assez lourds à évoquer aujourd'hui. J'ai préparé pas mal de trucs. Je pense que j'aurai pas le temps de tout raconter non plus. La première chose que je voudrais évoquer, c'est déjà votre article du lundi qui s'intitule Une atmosphère irréelle, parce que certains l'oublient peut-être, mais l'Institut des Libertés, avant d'être une chaîne YouTube, c'est aussi un blog, et vous écrivez quand même chaque lundi un article. Et donc là-dessus, en fait, vous faites un article donc de ce lundi sur, en quelque sorte, la perception du réel. Oui. C'est-à-dire que vous dites, déjà, vous avez une carrière 50 ans dans la finance, et déjà, quelque chose qui est assez propre à la finance plus qu'ailleurs, c'est que quand on fait des prédictions et que on met de l'argent dedans, en quelque sorte on parie dessus, et ça nous force un peu à l'humilité intellectuelle, parce que derrière on se dit quand on perd de l'argent, on sait vraiment qu'on a eu tort. Alors que sinon, dans le domaine politique et autres, on peut faire des prédictions autant qu'on veut, on n'en subira jamais les conséquences. Donc on ne se souvient pas de quand on a eu tort. Oui, un point important, si vous voulez, c'est que je me tue aussi à dire que personne ne peut faire des prédictions, et surtout pas moi. Ça veut dire par là, c'est que les erreurs que j'ai faites dans ma vie, et il y en a eu, nombreuses, c'est que j'ai mal analysé la réalité. Donc, si vous voulez comprendre le monde, il faut d'abord comprendre là où on est aujourd'hui, où vous êtes sur la carte en quelque sorte. Si vous voulez aller du point A au point B, il faut que vous déterminiez d'abord où est le point A, quoi. Donc tous les efforts que j'ai faits, c'est pas pour faire des prévisions, j'en serais bien incapable, mais de savoir où je suis et qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, il se passe un phénomène qui me laisse absolument pas en toi, c'est que si vous essayez d'expliquer où on est, les gens vous disent immédiatement « vous êtes de droite ». C'est-à-dire que, si je comprends bien, un homme de droite, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la réalité. Vous voyez, essayer de comprendre où il est, et puis peut-être avoir une idée de là où il veut aller ensuite. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est ça qui contribue à ce sentiment d'irréalité, les gens ne raisonnent pas sur la réalité, ils raisonnent sur leur perçu de la réalité, sur leur impression de la réalité. Et si j'ose dire, quand vous êtes dans un asile de fous, tous les types qui se prennent pour Charlemagne, Napoléon ou Jeanne d'Arc, c'est pas à eux que vous demandez quelle est la réalité, quoi. Et donc aujourd'hui, ce qui me surprend, c'est que dans l'esprit, en tout cas des gens qui causent dans le poste, qu'on entend, des politiques, ce qui compte, c'est la perception que vous avez de la réalité. Si par exemple vous avez l'impression que la France est une société raciste, vous agirez, vous direz qu'il faut que la France cesse d'être une société raciste. Je suis absolument d'accord. Mais à aucun moment, il n'y a une explication de pourquoi on pense que la France est une société raciste. Oui. Et donc, on ne peut pas contredire cette assertion. Non, parce que c'est ce que le type ressent. Mais moi, ce qu'il ressent, j'en ai rien à foutre. Quoi. Aussi, quand on me dit qu'un homme peut être enceinte, ça me paraît une idée un peu farfelue. Mais apparemment, si je dis que c'est pas vrai, on me dit « mais vous faites de la peine à tous les hommes qui pensent qu'ils peuvent être enceintes ». Mais honnêtement, j'en ai rien à foutre d'un type qui pense quelque chose qui est clairement faux, qui est pas possible, qui est en dehors de la réalité. Donc il y a une espèce de... Je sais pas à quoi on arrive, à un monde où la réalité n'existe pas. Elle est uniquement une perception de la réalité. Et du coup, ça nous amène à avoir des hommes politiques qui sont eux-mêmes complètement irréels. Quand je pense que le gouvernement de la France, et aujourd'hui M. Macron, comment il s'appelle, le ministre des Affaires étrangères, je ne me souviens même plus, M. Darmanin, etc., qui n'ont aucune conception de ce que c'est la France, de ce qu'elle a été dans son histoire, de là où on va aller. Puis vous passez aux États-Unis, qui sont gouvernés par un type qui, à l'évidence, est gâteux, enfin, qui ne peut pas aligner deux mots sans mêler les pinceaux, et vous vous dites que les États-Unis sont en guerre,
Qui a déclenché cette guerre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme réalité derrière? Je ne sais pas. Vous allez en Grande-Bretagne où le Premier ministre, il ne faut pas oublier que les Anglais, il y a quelques années, ont voté pour sortir de l'Europe, est un type, bon, il est indien d'origine, je ne me souviens pas, absolument pas, mais il a épousé une des plus grosses fortunes indiennes, et c'est un des grands hommes de Davos. Donc je me dis, se retrouver en Grande-Bretagne avec un Premier ministre, un des grands hommes de Davos, ça ne me paraît pas cohérent avec les gars qui, il y a 4 ou 5 ans, ont voté pour... Donc partout où vous allez, enfin dans notre monde, là, vous vous rendez compte que notre monde confond, ne s'intéresse pas à la perception de la réalité, à l'analyse de la réalité, et s'intéresse à la perception que chacun en a. Et s'il y a une de ces perceptions qui vexerait quelqu'un, alors on n'a pas le droit de la dire. Mais si j'ai pas le droit de dire des choses désagréables, personne ne fait jamais aucun progrès, quoi. Donc, pour la première fois de ma carrière, j'ai beaucoup de mal parce que je suis dans un monde qui refuse d'être décrit. Le monde est par définition inconnaissable puisque chacun d'entre nous, on a une perception différente. Et s'il est inconnaissable, et si chacun d'entre nous a une perception différente, on ne peut pas arriver à une communauté d'idées pour gouverner. Tout ce qu'on peut faire, c'est interdire un certain nombre de choses aux gens. Tout à fait, oui. Et donc, on est dans un monde où vous ne pouvez pas alerter contre les dangers, vous ne pouvez pas... Et je crains qu'un de ces quatre, la réalité ne fasse un retour en force considérable. Et qu'à ce moment-là, les gars vont... Un autre exemple, j'écoute très rarement la télévision, mais je l'ai écouté il y a quelques jours, ou hier, je ne me souviens plus. Et il y avait un ancien communiste qui était là, qui expliquait que les malheurs de la paysannerie française venaient du libre-échange. Moi, c'est pas ce que j'avais entendu. C'est-à-dire qu'on les empêche tellement de produire avec des normes. Des normes, des trucs, des machins, 70% de papier, que du coup, il y a toute une série de produits qui rentrent de pays qui n'ont pas les mêmes normes. Ça n'a rien à voir avec le libre-échange et ça a tout à voir avec la stupidité chez nous et à Bruxelles. Ouais. Mais en quoi est-ce que le libre-échange... S'il n'y avait pas le libre-échange et si on foutait tous ces trucs sur nos paysans, tout le monde crèverait de faim en France. Donc ça s'arrêterait tout de suite. S'il n'y avait pas les produits qu'on importe, qu'est-ce qu'on boufferait puisque les pauvres paysans, ils ne peuvent plus rien produire. Donc... Vous avez toute une série comme ça d'a priori de gens qui vous donnent des explications qui n'en sont pas, qui vous expliquent que finalement le communisme ça marche et tout. Donc vous avez des grands moments de lassitude. Je me dis mais fou, où est-ce qu'on va ? Oui. Et que pour eux c'est jamais assez, c'est-à-dire que la France est championne au moins d'Europe, sinon du monde, de la redistribution. Et pour eux, il n'y a quand même pas assez de redistribution. C'est le fameux paradoxe de Tocqueville. Plus une société est égalitaire, plus on recherche l'inégalité. Et ce que dit aussi René Girard, il dit à partir du moment où les marqueurs d'inégalité disparaissent, la société devient de plus en plus violente et a besoin de plus en plus de boucs émissaires. C'est-à-dire que cette marche effrénée vers une espèce d'égalité forcée rend la société de plus en plus violente. C'est pas possible autrement, d'après les analyses de René Girard. Donc vous vous dites, mais ils savent rien, ils ont rien lu, ils comprennent rien, mais ils ont un a priori moral très fort, quoi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur morale ? Ça me regarde pas. Ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je pense que je veux, ils pensent ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Mais j'ai pas le droit de penser par moi-même. Mais cependant, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Parce que vous évoquez quand même les communistes. Les communistes ont toujours eu quand même un gros problème avec le réel. Mais ils avaient une explication idéologique qui était le marxisme, qui se voulait scientifique. C'est-à-dire qu'ils suivaient un parcours logique pour arriver à leur décision. Ce parcours logique qui était mal balisé amenait toujours à des désastres. Mais on pouvait savoir où allaient les communistes. Est-ce que vous pouvez savoir où va aller M. Macron ?
J'en ai pas la moindre idée. Parce Non, que c'est demain, il peut changer d'opinion. Oui, ça c'est sûr. Demain, il changera d'opinion sur D'ailleurs, n'importe quoi. on voit très bien, c'est très symptomatique de tout le reste. On n'aurait pas le temps, enfin, je pense que même en 1 heure, on n'aurait pas le temps de faire un dossier là-dessus. Mais là, par exemple, il vient de nommer Nicole Belloubet donc, à l'éducation nationale. Et ça montre que sur ce sujet précis de l'éducation nationale, on ne sait pas où il va. Parce que un coup, il met Pape Ndiaye. Ensuite, Avant, il y avait un il y avait- représentant de la laïcité qui était soi-disant très bien. Voilà. Et puis ensuite, Il y avait Blanquer. Blanquer, puis voilà. une Papadai qui était un fou complet. Voilà. Bon, Ensuite, Gabriel Attal qui prenait le contre-pied de ce qu'avaient dit les deux autres avant. Ndiaye, Et maintenant, voilà. on reprend la quatrième, qui apparemment est une gauchiste invétérée aussi. Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas, moi je serais. On sait pas quel est le cap. On sait pas quel est le but de l'éducation nationale. Et même à courte échéance déjà. Alors à longue échéance, on se doute même pas. Le quoi. but de l'éducation nationale, enfin jusqu'à plus ample informé, quand on appelait ça l'instruction publique, c'était quand même beaucoup mieux. Le but de l'instruction publique, c'était d'apprendre dans la Troisième République, c'est d'apprendre aux enfants à lire, à écrire, à compter, pour qu'on voit ce qui était bon pour ça, et qu'ils puissent monter ensuite par l'intermédiaire de l'ascenseur social. Mais si c'est... j'ai vu que les enfants doivent passer, je crois, 40% de leur temps maintenant, dans les papiers de l'éducation nationale, à apprendre la tolérance en communauté. Donc, oui, on va avoir des cours d'empathie. Des cours d'empathie, voilà. Mais si, moi, si j'ose dire, les cours d'empathie, j'en avais beaucoup quand j'étais en 5e, 6e, 7e, 8e, 9e. Et ça se passait à grands coups de claque dans la cour de récréation, quoi. C'était, ça nous apprenait qu'il y en avait de plus costaud que nous. C'était déjà un excellent système. Et puis en plus, quand j'étais chez les jésuites, quand j'étais jeune, qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme raclée? Personne ne disait rien. Quand ma mère se plaignait que j'avais des mauvaises notes, il y avait le père supérieur qui disait « Ah, ma chère mère, vous savez, je ne peux pas transformer un âne en pur sang. » Ce qui était... c'est brutal, quoi. Oui, mais ils n'étaient pas là pour être aimables, les jésuites. Ils étaient là pour faire de nous des hommes adaptés à un monde dur. Ouais. Et le cas échéant des soldats, ou j'en sais rien. Oui. Il avait dit à ma mère... Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, on préserve autant que possible les élèves dans un milieu, dans un safe space. Et donc, derrière, forcément, ça provoque, je pense, des troubles lorsqu'ils arrivent dans le monde universitaire, voire professionnel. C'est-à-dire que d'un coup, ils se mettent à avoir du stress, des crises d'angoisse pour rien. Enfin, voilà, mais c'est juste la vie, quoi. En fait. C'est toujours pareil. Donc, la première des choses, c'est cette espèce d'immense impression d'irréalisme. Et on est gouverné donc par des gens qui n'ont pas de contact avec la réalité. Et quand vous parlez à M. Xi, quand vous voyez l'interview de M. Poutine avec Jordan Peterson... Tucker Carlson. Tucker Carlson, pardon. Je m'excuse, c'est pareil. Ils sont copains. C'est un peu le même groupe, tout ça. Et puis, ou bien alors... Monsieur Modi en Inde, etc., sont des gars qui ont une notion très aiguë de ce qu'est leur pays, de ce qu'est leur responsabilité, de là où leur pays est, de là où ils veulent l'amener, et qui sont des hommes, un peu comme l'était De Gaulle, ou certains des grands dirigeants français, extraordinairement durs, qui n'ont pas de pitié pour la faiblesse, quoi. Et là, on a... une espèce de gouvernance par des minorités qui pensent que la seule chose, c'est qu'il faut empêcher la majorité de prendre le pouvoir pour les remettre dans leur état de minorité. Mais une coalition de minorités, ça ne fait pas une majorité. Et si toutes les nations maintenant dans l'Ouest sont gouvernées par des minorités contre une majorité, il est certain que dans les années qui viennent, il va y avoir une révolte des majorités pour remettre les minorités à leur place, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'autre légitimité que de s'appuyer sur la majorité. Or, aujourd'hui, vous remarquerez par exemple que tous ces gens sont férocement opposés au référendum d'initiative populaire. Ils ne veulent pas entendre la parole du peuple. Oui, encore une fois, là, je profite parce que là encore, c'était il y a quelques heures, Eric Woerth lui-même, donc pourtant LR, enfin en tout cas aux dernières nouvelles, je crois, qui se disait opposé à la tenue d'un référendum sur l'immigration.
Voilà, il faut c'est censé être la droite quand même. Hein. Enfin, mais la droite. Mais je peux vous raconter une histoire sur Éric Woerth que j'ai vécu. J'étais à Londres au moment de la campagne de Sarkozy. Ouais. Il était venu avec un autre qui était le maire d'Antony, je crois. Éric Woerth, c'est le maire d'Antony, là, qui avait un nom arménien, je me souviens plus de son nom, Davidjan. Et ils avaient réuni toute une série de gens à Londres, qui étaient réunis par Goldman Sachs, pour expliquer pourquoi il fallait voter pour Sarkozy à la communauté vraiment française à Londres. Et Éric Woerth a eu cette phrase absolument incroyable. Il y a un type qui lui a posé la question, un des grands gérants de hedge fund français à Londres, qui lui a dit Monsieur le ministre, quand est-ce que vous prendrez des mesures en France pour que nous puissions rentrer en France et exercer nos talents en France, développer nos affaires en France, etc., à la place de le faire à Londres. Et Éric Woerth a eu cette phrase superbe, et il a dit « Monsieur, vous représentez très très bien la France à l'étranger, vous n'avez pas de raison de rentrer en France. » C'est-à-dire que j'ai compris à ce moment-là que les Éric Woerth et Devedjian n'avaient qu'une idée, c'est que ces gens compétents qui s'étaient barrés de France parce qu'ils en avaient marre d'être martyrisés, ne devaient surtout pas rentrer, parce que ça aurait montré leur propre nullité. Ouais. Et il a terminé en disant, et d'ailleurs je vous assure que si M. Sarkozy ne réussit pas à gouverner comme il faut et tout, j'arrêterai de faire de la politique parce que j'en aurais marre. C'était il y a 12 ans, il est toujours là, quoi. Ouais. Donc si vous voulez, Monsieur Woerth est un pantin. Et ça fait des années qu'il traîne en étant pantin, quoi. Et pourquoi devrais-je écouter M. Woerth qui a eu tort sur tout ? Non, c'est sûr, c'est un représentant parfait de l'homme politique. Sans parole, sans parole, sans conviction, qui vous dit un truc, moi j'arrête si. Puis elle n'a rien arrêté du tout. Et on voit très bien, enfin, je veux dire, ça se voit depuis l'élection de 2017. Bon, il a eu ses affaires et tout, donc il était forcément pas très disponible. Mais ça se voit qu'il est totalement sur le banc de touche pour être un jour ministre de Macron. C'est la troupe de réserve de Macron. Quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire que Macron, qui n'a aucune conviction, a des troupes de réserve qui sont à peu près aussi lâches et sans conviction que lui. Quoi. Bah oui, c'est le candidat parfait. Oui. Mais ça, ce que vous dites, je trouve est assez important parce que moi, par exemple, je vois ma propre démarche. Bon, je dis des choses. Maintenant, j'essaye quand même de trouver la vérité. Vous la trouvez pas, il faut la chercher. Voilà, on la trouvera jamais. Non mais voilà, j'essaye de trouver. Ça veut pas dire que je la trouve. C'est-à-dire que parfois, je pense peut-être être proche. Je dis quelque chose qui se rapproche selon moi de la vérité. La vérité d'ailleurs peut changer au cours du temps, mais j'essaye de dire ce qui, selon moi, à l'instant T, se rapproche le plus possible de la vérité. Je suis tout à fait possible, et d'ailleurs je suis très content lorsque je m'aperçois que j'ai eu tort sur quelque chose, parce que je me dis, quelque part, j'ai appris quelque chose, et donc ça me permet de me corriger pour être encore plus proche du réel et de la vérité. Et pour comprendre la complexité du monde, c'est-à-dire qu'il y a des moments où le monde est tellement complexe qu'il faut prendre des décisions sans avoir la pleine connaissance des faits. Mais d'ailleurs, on n'a jamais vraiment la pleine connaissance de quelque chose. Et donc, à ce moment-là, on demande à McKinsey de vous faire un rapport et ils vous disent ce qu'il faut faire et comme ça vous débarrasse de cette nécessité de prendre une décision. Parce que le difficile dans la décision, c'est de prendre la décision sans avoir l'ensemble des faits. Et vous ne pouvez pas prendre une décision sans avoir, et on reconnaît les gens compétents, par rapport à ceux qui, dans l'ensemble, prennent 10 décisions où ils en ont 7 de bonnes et 3 de mauvaises, et les autres qui en ont 10 de mauvaises, quoi. Et si j'ose dire, les gens qui sont au pouvoir, depuis 40 ans, ils en prennent 10 sur 10 de mauvaises sans arrêt, quoi. Donc, à un moment ou à un autre, ils sont même pas l'honnêteté intellectuelle de faire un retour sur eux-mêmes, de dire, bon, comme m'avait dit ce brave Woerth, je m'en vais parce que je suis incompétent, parce que je suis nul, je suis nul, je suis pas fait pour ce métier, je vais retourner à ma comptabilité, bon c'est bien, ça fait faire preuve d'honnêteté, j'en ai connu certains qui ont fait ça d'ailleurs, mais de dire je vais rester et je vais prétendre que je continue, et donc la seule façon de continuer à prétendre, c'est de continuer à mentir sur ce qu'ils ont dit, mentir parce que s'ils ont menti une fois en disant qu'on peut pas faire un référendum sur l'immigration, si, on peut. Et pourquoi on le ferait pas ? On peut. Parce que la parole appartient au peuple. Le référendum est prévu dans la Constitution. C'est une manière de faire du droit
qui est pas plus absurde qu'une autre. Et ça, compte tenu de les imbécilités qu'a fait Sarkozy, qu'il en a fait tellement qu'il a mis une quasi-impossibilité d'avoir des référendums d'initiative populaire, mais rien n'interdit au président aujourd'hui de demander un référendum sur les sujets qui nous intéressent. Rien. Absolument. Lui, c'est le monopole du président. Ben, très bien qu'il l'exerce. Et s'il le perd, qu'il s'en aille. Ouais. Comme l'avait fait De Gaulle. Donc, si vous voulez, cette atmosphère d'irréalité, c'est aussi une façon pour eux de ne pas être sanctionnés par la réalité. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, lorsqu'ils ont eu tort, parfois ils le savent, mais ils doivent du coup refabriquer une autre réalité pour faire comprendre qu'en fait ils n'ont pas vraiment eu tort. Voilà, tout est comme ça. C'était très symptomatique de ça, le rachat de Twitter par Elon Musk. C'est-à-dire que en fait tous les journalistes et la presse d'État, que ce soit la presse française, la presse américaine, étaient terrifiés de ce rachat. Pas tellement parce qu'il allait y avoir tout un tas de mensonges sur Internet maintenant, mais parce que ces mensonges, ils n'allaient pas pouvoir les contrôler eux. C'est-à-dire que oui, effectivement... Et surtout, on allait voir qu'ils avaient essayé de contrôler la distribution de l'information par l'intermédiaire de Twitter. Ouais. Il y avait le FBI et la CIA qui avaient des bureaux à temps plein chez Twitter. Voilà. C'est ce qu'on a vu avec les Twitter Files. C'est ce qu'on a vu avec les Twitter Files. Donc, aujourd'hui... Vous voyez, ce que j'essaye de dire, c'est que dans le fond, pour revenir à René Girard, il voit Solzhenitsyn, il dit ce qui est très fatigant avec le mensonge, c'est qu'il faut s'en souvenir. Oui. C'est-à-dire, vous avez raconté une grosse bêtise, et c'est de plus en plus difficile avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le... Bah ça c'est sûr, c'est quand même un énorme avantage d'Internet, c'est que maintenant je peux regarder le compte Twitter d'une ministre, taper un mot-clé et revoir ce qu'elle a dit avec ce mot-clé en 2018, en 2014. Exactement, et là je viens de voir par exemple un truc intéressant, c'est Darmanin en 2018 qui expliquait en long, en large et en travers à M. Le Pen qu'en aucun cas il ne fallait qu'il y ait le droit du sang à Mayotte. Ou partout en France. Et comme Mayotte, ça marchait pas. Et Le Pen lui disait, mais arrêtez une seconde, ça va pas marcher votre truc. Mayotte va partir, il va y avoir les 3/4 des gens qui vont venir de l'extérieur. Le Pen expliquait tout ce qui allait se passer dans la réalité. Et l'autre, pour une question de principe, disait, il est hors de question qu'on mette... Et maintenant, qu'est-ce que fait M. Darmanin ? Il propose le droit du sang à Mayotte. Mais, et si vous lui faites remarquer qu'il a eu tort, il dira que non. Oui, il refabriquera un récit où il dira mais les choses ont changé. Voilà. Mais non, les choses n'ont pas changé parce que Le Pen les problèmes sont les mêmes. Oui. Donc c'est extraordinaire de voir cette incapacité à dire simplement aux gens j'étais jeune à l'époque, j'ai pas bien compris. Et en effet, on ne peut pas gérer avec les mouvements de population mondiaux qu'il y a à l'heure actuelle une immigration sans qu'on retourne au droit du sang. Bon, c'est une position qui peut se défendre, mais dire que c'était impossible, c'était contre la République et tout, et puis 6 ans après dire que c'est la solution, et ne pas s'excuser d'abord de ce qu'il avait dit il y a 6 ans, c'est prendre des Français pour des imbéciles. Oui. Ça me fatigue. Et ils continueront de le faire. Et ça, c'est valable dans absolument tous les domaines. Évidemment, il y a déjà dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire de la sociologie. La sociologie invente des mythes qu'on ne peut même pas contredire conceptuellement. Donc forcément, aller contredire le fait qu'il existe un racisme systémique quelque part, blanc, voilà, évidemment. Si en fait, quelque part, même si vous essayez de le contredire, c'est peut-être justement parce que c'est vrai, quoi. Donc justement, c'est une thèse totalement performative. C'est valable dans le domaine politique, dans le domaine géopolitique, avec ce qu'on a vu avec la Russie. Et moi, je dis ça parce que nous avons un léger désaccord de fond, par exemple, sur la question de l'Ukraine. Mais je veux dire, moi, je suis totalement ouvert au débat, et moi, je suis très content que Tucker Carlson puisse faire une interview de Poutine. Alors qu'il nous raconte le côté russe, au moins. Voilà, et c'est une très bonne chose pour le débat, pour la démocratie, pour avoir un avis le plus éclairé possible. Donc moi, j'ai pas compris quand plein de gens étaient terrifiés de l'existence même. C'est intéressant parce que ce qui se passe en ce moment, c'est l'histoire de Tucker Carlson, c'est très intéressant parce que ce qui se passe, c'est que les gens qui maintiennent dans cette atmosphère d'irréalité n'ont qu'une peur, c'est que quelqu'un arrive et dise le roi est nu. Et c'est ce que fait Tucker Carlson. Et donc, à ce moment-là, ils ont peur d'une parole libre. Bah oui.
Ils ont peur parce que leur parole libre, ça risque de faire écrouler tout leur édifice de mensonges. Et on le voit très bien sur Tucker Carlson. Donc ce type, bon, c'est le gendre idéal, il est parfait, 4 enfants, élevé, il a toujours il a fait une carrière journalistique très brillante, il a toujours dit ce qu'il voulait, et puis s'est toujours fait virer partout. Mais maintenant, il a son système à lui. Mais empêcher de parler quelqu'un, personne n'a le droit d'empêcher un autre de parler. Mais personne, c'est impossible. Donc, le simple fait de dire il ne faut pas que Tucker Carlson parle, ça veut dire qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont menti. Mmh. Et qu'ils ne veulent pas que quelqu'un dénonce leurs mensonges. Oui, je trouve que derrière ça, il y a un complexe forcément intellectuel, parce que moi, je n'ai pas du tout peur de la survenance d'une telle interview. Je trouve ça au contraire très intéressant, très enrichissant. Se dire on doit empêcher ce mec d'aller faire des interviews, c'est se dire quelque part j'ai peur qu'il prouve que j'ai tort. Alors que si on a suffisamment confiance en soi et dans son système intellectuel, d'accord, mais ça m'est égal, moi. Quand quelqu'un me prouve que j'ai tort, par exemple dans les marchés financiers, je suis bien content. Oui, bah oui. Parce que ça m'évite de ramasser une gamelle. Ouais. Donc, si vous dites il n'a pas le droit de parler, ça veut dire que vous êtes certain d'avoir la vérité. Donc, vous avez le droit, si vous êtes certain d'avoir la vérité, de mettre ceux qui disent des mensonges en prison. C'est comme ça que commencent tous les totalitarismes. Ouais. Donc, si vous voulez être certain d'avoir la vérité, empêcher l'autre de parler, ça se termine toujours avec des miradors et des gars dans le mirador qui vous tirent dessus. Donc, et que la gauche se livre à ces exercices me paraît encore plus. Que la droite mente, que la gauche soit idiote, et presque d'édition idiote, c'est normal. Mais que la gauche mente en sachant qu'elle ment, ça me déçoit. Je pensais que les hommes de droite étaient plus orientés, mettons, plus pragmatiques, donc ils avaient une relation d'économiser la vérité, mettons, mais que les hommes de gauche, ils étaient censés me dire la vérité. Ben non, plus du tout. Non, absolument pas. Absolument pas, et c'était vrai sur la question du Covid, où il était impossible de discuter la mortalité réelle du virus, l'efficacité réelle du vaccin. C'est valable, par exemple, sur la pertinence réelle de l'euro, par exemple, comme monnaie. Est-ce que l'euro était une bonne chose ? C'est un débat qui est très difficile à avoir aujourd'hui en France, alors qu'il y a quand même pas mal d'indicateurs. Regardez, prenez un autre débat, c'est... l'Angleterre qui est sortie de l'Europe. Mmh. Ben, vous avez article après article dans la presse française sur le fait que la situation anglaise est dramatique, elle est bien moins bonne que celle de tous les autres pays européens, et c'est pas vrai. C'est des mensonges. Si vous regardez la réalité, c'est pas vrai. Donc ils essayent d'expliquer à la population française de bâtir un mensonge dans le mensonge, c'est-à-dire que l'euro a toujours été une saloperie, que ceux qui sont sortis sont au moins aussi bien, si ce n'est vieux maintenant, que la France, mais ils disent non, donc ils bâtissent un mensonge, l'Angleterre, et dans un état pire, parce qu'ils ne veulent pas admettre le mensonge sur l'Europe et sur l'euro. Donc, si vous voulez, ils vont de mensonge en mensonge en mensonge, et à la fin, une chatte est retrouvée par ses petits, quoi. Ouais. C'est vraiment un drôle de truc. Donc, cette atmosphère d'irréalité me rappelle un petit peu ce qui s'est passé en 1940, pendant la drôle de guerre, où on était là, on avait la ligne Maginot qui allait nous protéger, et on restait derrière, et on n'a pas bougé pendant que la Pologne se faisait écraser. Parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que bon. Et moyennant quoi, ensuite l'Allemagne qui avait écrasé la Pologne a pu se retourner et venir nous écraser, nous. Mais bon, il était d'ailleurs, même avant ça, c'était très mal poli en 1935-1936 de dire qu'on avait besoin de se réarmer un peu, parce que juste au cas où, si jamais ça se passe pas bien, puisque déjà, c'est littéralement ce qui s'est passé en 1939, on était dans un système d'alliance qui était visiblement très perturbé par la présence de l'Allemagne nazie, donc il fallait quand même se préparer en toute logique à ce qu'il se passe quelque chose. À partir du moment où il y a eu le pacte germano-soviétique, là, nous, on espérait tous que la Pologne allait se faire ratatiner, puis que Hitler allait continuer, puis se ratatiner la Russie derrière, et puis ça, comme ça, on aurait été tranquille. Ouais. Mais il n'a pas fait ça, donc il a d'abord fait un pacte avec la Russie, avec l'Union soviétique, puis ensuite il s'est retourné, il nous a ratatiné. Mais à ce moment-là, on n'avait pas fait les armes. Donc quand il y a eu le pacte germano-soviétique, ça devait être en 1939, panique générale à bord, quoi. C'était les débuts de la réalité qui commençaient à... Ouais.
Et je crois que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit bien que toute cette construction s'est faite sur une illusion monétaire qui était que si on produit plus de monnaie, ça produit plus de richesse, ce qui est une imbécilité. Ça a toujours été prouvé dans l'histoire. Et maintenant, comme ils ont produit beaucoup plus de monnaie que de richesse, on reste avec un stock de monnaie là dont on ne sait pas quoi foutre, qu'on ne pourra pas rembourser, des dettes. Et c'est sans doute par l'intermédiaire du biais monétaire que la réalité va réapparaître dans le système. On va avoir des problèmes monétaires monstrueux aux États-Unis, en Europe. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est-à-dire que la réalité reviendra par là où on a pêché le plus. On a considéré la monnaie comme un truc qui était au service de cette classe. Ils sont enrichis comme des salopios d'ailleurs. Et donc, c'est probablement par la monnaie que la crise va arriver. Mmh. Ouais. Et alors sur cette question, encore une fois, de la perception de la réalité, ça embraye parfaitement sur le sujet que je voudrais évoquer aujourd'hui, parce qu'il y a eu une polémique sur Trump et sur sa position par rapport à l'OTAN. Ça a été en fait, tout est parti d'un article du Parisien et d'une dépêche de l'AFP qui a derrière contaminé absolument toute la presse et les plateaux de télévision, au point que même ce matin je regardais l'heure des pros et pareil ils en parlaient et ça m'a horripilé parce que vraiment personne en fait n'a regardé la vidéo en question qui dure ne serait-ce que 40 secondes où en fait lors d'un meeting en Caroline du Sud, donc Trump raconte en fait une anecdote, comme il le fait d'ailleurs très souvent en meeting, ce qui d'ailleurs selon moi est une très bonne stratégie parce qu'il s'inscrit comme ayant déjà été président, ce qui est le cas, et le fait qu'il avait vu à l'époque des choses qui se sont produites par la suite. Et donc il raconte l'anecdote suivante, ça devait être en 2018, donc quand il était président, il a rencontré tout un tas de chefs d'État membres de l'OTAN, et il leur a rappelé la nécessité de payer pour leur défense. C'est-à-dire que l'OTAN, c'est pas gratuit, hein, c'est pas les restos du cœur. Et il raconte que certains chefs d'État, en fait, n'avaient tout simplement pas l'intention de payer. Merkel en particulier. Voilà, donc il les a menacés de ne pas honorer leur part du contrat, à savoir donc leur protection, ce qui est tout à fait normal, puisque si vous avez un contrat, il y en a un qui vous dit moi je vous protège contre rémunération, et vous au bout d'un moment vous dites je te paye pas, faut pas s'attendre à ce qu'il honore sa partie du contrat si vous n'honorez pas la vôtre. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. Si l'autre partie n'exécute pas sa partie du contrat, son obligation, vous n'êtes pas tenu d'exécuter la vôtre. Voilà, c'est la base du droit des contrats, quoi. Trump raconte donc que suite à cette menace, tout le monde avait payé sa contribution. Et il faut rappeler ici que la contribution, c'était simplement qu'il fallait que chacun des pays européens de l'OTAN monte à 2 ou 3% de son PIB en défense. C'est-à-dire que c'était pas on payait pas une soulte aux États-Unis pour avoir des troupes là, c'était qu'il fallait qu'eux-mêmes dépensent de l'argent pour leur propre défense. Pour leur propre défense. Il y en avait marre que les États-Unis dépensent 4 ou 5% de leur PIB et l'Allemagne 1%. Tout à fait, c'est une bonne précision. Et donc, suite à cette anecdote, il y a beaucoup de médias qui ont repris l'extrait en disant que Trump, en fait, promettait en quelque sorte dans son programme de ne plus du tout protéger l'Europe et l'OTAN à l'avenir, par exemple en cas d'invasion russe ou autre, hypothétique. Donc, tous les médias, en fait, ont accusé Trump d'abandonner à l'avance les Européens à leur sort et en faisant le jeu au passage de Vladimir Poutine, puisque c'était un peu ça qui était en sous-texte. Le souci, c'est que en fait, la plupart des dirigeants européens, notamment les Allemands, ne voient pas du tout plus loin que le bout de leur nez et en fait voudraient rester totalement dépendants des États-Unis jusqu'à ce que les États-Unis cessent totalement de nous protéger, laissant donc une Europe non armée en incapacité totale de se réarmer. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, pour illustrer mon propos, je souhaite déterrer une interview qu'Ursula von der Leyen en personne avait accordée à CNN le 10 juillet 2018. À l'époque, elle était depuis 5 ans ministre fédérale de la Défense allemande, donc elle était quand même intéressée en principe. D'où elle a été chassée pour malversation. Voilà, donc elle était quand même ministre depuis 5 ans à l'époque, et elle était justement interrogée par la journaliste de CNN
sur cet avertissement de Trump à l'époque, qui disait notamment aux Allemands qu'ils étaient totalement dépendants du gaz russe et que c'était une bêtise sans nom, parce que si jamais les relations se compliquaient entre l'Allemagne et la Russie, ils seraient potentiellement pieds et poings liés, ils ne pourraient pas vraiment dénoncer la Russie, ou alors ils seraient obligés de faire, de cesser d'utiliser le gaz russe, et donc ça veut dire une augmentation considérable du coût de l'énergie. Et von der Leyen avait répondu que c'était pas du tout vrai, qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, et donc elle est incapable de toute hauteur de vue et de se dire oui, mais en fait qu'est-ce qui se passerait si dans une situation hypothétique tel événement survenait. Elle est obligée de réfléchir dans la situation telle qu'elle est. Et c'est ce que je dis quand je dis que c'est ce que je signifie quand je dis qu'il ne voit pas le plus loin que le bout de leur nez. Et donc en fait Trump avait totalement raison de dire cet avertissement, c'est-à-dire que en fait l'Europe aujourd'hui, si elle n'est pas soutenue par l'OTAN, en fait elle n'est pas du tout en capacité de se protéger. Mais ne disons pas l'OTAN, parce que l'OTAN ça ne veut rien dire, c'est les États-Unis. Oui, les États-Unis, bien sûr. C'est pas les États-Unis, donc ça revient à ce que j'ai souvent dit ici depuis un certain nombre de mois ou de trimestres, c'est qu'on est maintenant dans un monde où les États-Unis vont avoir des problèmes budgétaires monstrueux, puisqu'ils ont des déficits budgétaires qui sont complètement hallucinants, et qu'ils ont 3 grands postes dans leurs dépenses dans lesquels il faudra couper. C'est la sécurité sociale, vous pouvez toujours brosser pour la couper parce que vous n'êtes pas réélu et puis il n'y a pas de raison. C'est le service de la dette, vous ne pouvez pas le couper. Et le 3e, c'est la défense. Donc ce que Trump est en train de dire, de façon très nette, c'est « je n'ai plus l'intention, si je suis élu président des États-Unis, de défendre l'Europe. Ça ne me regarde pas, ça ne me regarde plus. C'est à vous d'organiser. » Et donc c'est là où je reviens à ce que j'ai dit, c'est qu'on va tout droit vers... Il y a toujours une armée dans un pays. Si ce n'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Depuis 40, 50 ans, c'était l'armée du pays d'à côté, c'est-à-dire que l'armée européenne, c'était l'armée américaine. Si les Américains ne peuvent plus assurer notre défense, eh bien, il y a 2 armées en Europe qui se présentent en disant « moi, je veux bien assurer la paix en Europe ». La première, c'est l'armée turque, et le deuxième, c'est l'armée russe. Donc le choix que vont faire les Européens, si Trump est réélu, c'est qu'il va leur dire « je ferme les bases en Europe, je m'en vais ». Et j'en ai rien à foutre de vous, après tout, vous ne m'intéressez pas. Il n'y a pas de raison que les États-Unis dépensent de l'argent pour défendre une Europe qui ne se défend pas. Et à ce moment-là, il faudra choisir entre les Russes et les Turcs. Donc ce que fait Trump, c'est qu'il est bien gentil, il nous prévient. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, moi, il y en a du coup en rapport avec moi, si cette extrémité. Oui. Il y en a plein qui disent oui, mais regardez, nous en tant qu'Européens, du coup, en tant que Français, on n'a pas du tout intérêt à ce que Trump revienne à la Maison Blanche parce que machin, il nous a menacés de pas nous protéger, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus sain ce que fait Trump, c'est-à-dire qu'il annonce à l'avance que en fait les États-Unis vont être ça va être de plus en plus difficile pour les États-Unis d'assurer la protection de l'OTAN et donc de l'Europe, alors qu'en fait, ce qui se passerait avec Biden, c'est que lui annoncerait absolument rien, et peut-être que du jour au lendemain, les États-Unis nous lâcheraient sans absolument prévenir. Et là, on se retrouverait dans l'Afghanistan, comme ils ont fait en Afghanistan. Exactement. Et nous, à ce moment-là, là, on ira... Donc justement, ce qui est hyper intéressant, c'est que suite à cette polémique sur Trump, maintenant il y a tous les chefs d'État européens qui disent « Oh là là, ok, bon, alors faut qu'on se réarme, faut qu'on fasse des investissements dans l'armement, qu'on réouvre des usines, mais c'est impossible. La question essentielle pour l'Europe, ça va être la suivante. Maintenant que l'armée britannique est sortie du continent et qu'elle n'a pas l'intention de défendre le continent, et qu'elle s'est alliée aux États-Unis, bon, les États-Unis et l'Angleterre, c'est la même diplomatie. Je vais vous faire part d'une grande découverte. Il n'y a qu'une armée en Europe qui a encore l'ossature pour être développée et devenir l'armée européenne, c'est l'armée française. Tout à fait. Donc, la question essentielle, c'est est-ce que tous les autres pays européens, qui sont incapables de développer une armée parce qu'ils n'ont plus d'école, parce qu'ils n'ont plus d'usine, parce qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de tradition, est-ce que tous les Européens vont développer l'armée française pour les protéger contre l'armée russe et l'armée turque? Parce que la solution, c'est que l'Allemagne paye 3% de son PIB pour développer l'armée française, que la Hollande de la même chose, que tous y fassent ça. Mais il n'y a pas d'autre choix, c'est où on redéveloppe l'armée française vite fait, absolument, ou on passe sous le contrôle des Russes ou des Turcs. Mais il n'y a pas de choix de créer une armée européenne
Comment voulez-vous faire une Sous armée domination française. Non, où il y a une armée sous domination française, il n'y aura pas d'armée. Oui, absolument, je suis d'accord. Donc, ce qu'essaye de faire cet animal de Macron, c'est de vendre l'armée française le plus vite possible à Bruxelles, dans l'espoir que ça devienne une armée européenne. L'arme atomique en premier, d'ailleurs. L'arme atomique, et donc, ce type est prêt, qui comprend, mais qui comprend tout de travers. Il essaye de vendre le seul actif qui nous reste pour sauver l'Europe, c'est l'armée française. Et il essaye d'en donner le contrôle à Bruxelles. Mais à ce moment-là, ça ne marchera pas. C'est ce que je me tue à dire, parce que les premiers à être pour l'existence d'une armée européenne, donc les macronistes et autres, sont aussi totalement pro-OTAN, mais la vérité, c'est que il n'y aura jamais d'armée européenne tant que l'OTAN, donc les États-Unis... Tant que Bruxelles existe. Tant que Bruxelles existe et tant qu'on est... Donc, si vous voulez, la solution pour la France... La solution pour la France, c'est de dire... il n'y aura jamais d'armée. Très bien. Mais vous savez quoi, on va discuter avec les Italiens et les Espagnols pour faire une armée qui contrôlera la Méditerranée. Ouais. Voilà. Notre but maintenant, l'armée française, c'est de contrôler l'immigration de la Méditerranée, et puis c'est tout. Et puis les Allemands, les Tchèques, les Hongrois et tout, je vais les laisser se démerder avec les Russes et les Turcs. Ils ont l'habitude, hein, c'est un vieux truc historique. Déjà, il y a pas mal de Turcs sur place. Donc, il y a déjà pas mal de Turcs sur place. Donc la seule solution, c'est que la France pivote et organise une défense du sud de l'Europe et de la Méditerranée. Voilà. Ouais. Contre l'Afrique. Mais voilà, c'est tout. Mais si vous réfléchissez en termes stratégiques, il n'y a pas d'autre solution. Mais vous avez entendu quelqu'un en parler? Personne. Non, ils sont tous en train d'essayer de rester avec les vieux trucs qui ne marchent plus. Pas du tout. Et ils essayent absolument de s'entendre avec les derniers avec lesquels il faut s'entendre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut commencer avec les autres, et ensuite peut-être que vous pouvez récupérer l'Allemagne à la fin, parce que l'Allemagne n'aura plus le choix. Mais si vous commencez à tenter à avoir un partenariat en premier avec l'Allemagne et qu'elle vous dit non, en fait, vous êtes mal barré. Il faut essayer de prendre la Grèce, parce que ça contrôle l'Italie, l'Espagne, la Grèce, peut-être une partie d'ailleurs de l'Europe centrale, la Pologne, des pays comme ça. La Pologne, on peut s'entendre avec eux. Voilà, on a des vieilles historiques. Ce que Fabry appelle l'Europe périphérique, c'est-à-dire c'est pas du tout l'Europe de Bruxelles, c'est-à-dire c'est pas l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, c'est tout sauf ces pays-là. En fait, c'est les pays d'Europe du Sud, d'Europe périphérique. Mais là aussi, on a des problèmes de démographie. Donc, on voit bien qu'on a d'immenses choix qui vont se profiler, mais on voit bien que les décisions que prennent ces gens-là sont toujours dans ce cadre d'irréalité dont on parlait au début de cette réunion. Ouais. Donc, non, il n'y a pas de... la réalité va nous rattraper, et la solution... Pour la France, il n'y en a qu'une, c'est l'armée française. Voilà, c'est tout. Et avec ce mythe que je trouve assez insupportable de Trump... qui serait un pantin de Vladimir Poutine, alors que je veux dire c'est tellement faux, on se rend pas compte, mais je pense que le moment où Vladimir Poutine a été peut-être le plus humble dans l'exercice de son pouvoir dans la géopolitique internationale, c'est justement quand Trump était là. Et il suffit de voir, ne serait-ce que le langage corporel, lorsque les deux se voyaient. Lorsque vous voyez n'importe qui reçoit ou qui va voir Vladimir Poutine est extrêmement à l'aise, systématiquement. Et il impressionne les gens. Il impressionne les gens, il a une poigne, il a une stature, il a quelque chose. Il est petit, hein. Alors qu'il est petit, effectivement, mais ça se voit, il domine l'échange sans même dire un mot, quand il est devant les journalistes et tout. Et avec Trump, je trouve que c'est absolument l'inverse. Trump, c'est cette espèce de grand gars, on ne sait pas ce qu'il va dire, on ne sait pas ce qu'il va faire, il sort des phrases complètement absurdes, on ne sait pas comment répondre, et donc on est tout le temps, on sent comme une petite souris à côté. Et c'est même le cas quasiment de Vladimir Poutine, et ça se voit dans tous leurs échanges. Et d'ailleurs, Trump, lorsqu'il estimait que la Russie allait trop loin, notamment en Syrie, il n'a jamais hésité à répliquer à la Russie. Il n'a jamais hésité à envoyer une petite frappe, un petit bombardement en Syrie. Faut se souvenir quand même, il l'avait fait en 2017, il avait attaqué une base aérienne en Syrie qui avait énormément d'équipements russes, lorsque, selon lui, les mecs de Assad avaient fait une attaque chimique qu'il avait trouvée insupportable.
Il avait aussi, c'était en 2018, il avait refait une frappe en Syrie qui avait tué 200 soldats de Wagner. Faut se souvenir quand même de la réponse de la diplomatie russe. Ils n'étaient pas contents. Pareil, c'est le premier gars à avoir envoyé des armes qui ont été véritablement utiles aux Ukrainiens donc pendant l'exercice de son mandat, ça devait être en 2018 ou 2019. Enfin voilà, il a jamais du tout trahi les pays de l'OTAN. Il a toujours été très solide sur ses positions et simplement, il n'a jamais eu peur en fait de la confrontation. C'est-à-dire que c'est un type qui aimait aller voir Vladimir Poutine, qui le respectait en tant que chef d'État, qui ne le prenait pas pour un diable, pour un démon, pour quoi que ce soit, mais qui simplement était en capacité de répondre si jamais il estimait que Vladimir Poutine allait trop loin pour lui ou pour les intérêts américains. Alors que Biden, je trouve que c'est l'exact inverse, c'est-à-dire que c'est un... Mais on ne sait pas qui c'est. Il n'est même pas au pouvoir. Maintenant, il est gâteux. Donc, il n'est même pas gâteux. Donc, on devrait savoir qui prend les décisions. Et je trouve que à chaque fois, c'est un aveu de faiblesse permanent. Et derrière, c'est la volonté absolue d'éviter tout contact avec Vladimir Poutine. Et je trouve que ça transpire la faiblesse. Alors que Trump, c'est exactement l'inverse. Si Trump était au pouvoir aujourd'hui, je pense qu'il soutiendrait, à mon avis, il soutiendrait l'Ukraine. Mais il n'hésiterait pas à aller voir Vladimir Poutine. Il n'hésiterait pas à aller voir Xi Jinping. Ce qu'avait dit Poutine, c'est qu'il y avait un accord qui était signé en mars. La guerre avait commencé en février, en mars, il y en avait un accord qui avait été signé à Istanbul, enfin à Constantinople, Ankara, pardon, et que tout était prêt à être arrêté, et que c'est les Anglais avec Johnson qui ont bloqué tout, sur ordre des Américains. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a eu 500 000 Ukrainiens qui ont été tués parce que les Américains ne voulaient pas signer un accord qu'ils considéraient comme défavorable à leur présence, parce qu'eux, ils veulent avoir des postes militaires. Pourquoi les Américains devraient avoir des bases en Géorgie et en Ukraine, alors que les Russes n'ont pas de base à Cuba ou au Venezuela, quoi. Je veux dire, il y a une espèce de... Ils avaient promis, les Américains, au moment avec Gorbatchev, que jamais l'OTAN n'irait vers l'Est. Or, l'OTAN, tout le monde est rentré dans l'OTAN, la Lituanie, la Hongrie, tout le monde est rentré. Ils avaient promis aussi qu'il n'y aurait pas des missiles qui seraient mis sur le sol de ces pays qui rentraient dans l'OTAN, qui seraient à moi. Et ils ont mis des missiles qui peuvent attaquer la Russie. Donc, ça fait 20 ans qu'on ne respecte pas les promesses qu'on a faites à Poutine. Ça fait 20 ans. Donc, à un moment, il nous a dit 10 fois de suite, si vous mettez l'OTAN en Ukraine, c'est la guerre. Il l'a dit, il l'a répété, il l'a dit à Merkel, il l'a dit à Sarkozy, il l'a dit à tout le monde. Et puis, à un moment, quand on était en train de mettre des missiles, de demander, il a déclenché la guerre. Mais 3 mois après, il était prêt à arrêter, parce qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, par la guerre. Mais il faudrait peut-être un jour qu'on cesse de dire que ce en quelque sorte, c'est ce que disait, je ne sais plus quel grand homme, il disait, c'était Richelieu, je crois, qui disait que celui qui fait la guerre est beaucoup moins coupable que celui qui force à faire la guerre. Ça me paraît une phrase assez profonde. Oui, effectivement. Ceux qui ont forcé à faire la guerre, c'est l'OTAN. Oui, c'est vrai que... C'est l'OTAN qui a forcé la Russie à entrer en guerre. Déjà, c'est une réalité. Encore une fois, dans notre perception de la réalité, on a un rapport difficile avec la responsabilité de la guerre. Et c'est pareil. Lorsque on annonce, par exemple, un réarmement européen, il y en a certains qui pensent que, justement, on appelle à la guerre, alors que, justement, on la prévient. On fait exactement... Vous savez, c'est le vieux truc des Romains, si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerne. Voilà. Donc, c'est la meilleure manière d'éviter la guerre. Si la France avait conservé son armée jusqu'aux dents, et là, personne ne vous attaquera. Là, vous êtes tranquille. Le dernier sujet que je voudrais évoquer avant de clôturer cette émission, c'est la mort de Robert Badinter, parce que Robert Badinter, ancien ministre de la Justice sous François Mitterrand, célèbre grand artisan de l'abolition de la peine de mort, entre autres, et aussi un grand avocat, est décédé. Alors, dire qu'il ne fut pas un personnage important de l'histoire de la Ve République serait totalement faux, mais quelque part, c'est presque ce qu'il faudrait lui reprocher, selon moi, parce que c'est vrai que tout le monde lui rend hommage, on parle de panthéoniser déjà Robert Badinter.
Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu beaucoup sur ce personnage? Vous savez, c'était ce que disait Santini, qui était un homme qui avait le sens de l'humour, quand Mitterrand est mort. Il a dit, je me demande si on n'en fait pas un peu trop pour Mitterrand, parce qu'on n'en a pas fait autant pour Giscard, qui n'était pas encore mort. Hein. Oui. Donc, si vous voulez, cette manie qu'on a de sanctifier tous les gars qui sont morts, Oui. Ouais. me fatigue un peu. Alors, certes, il a établi la fin de la peine de mort, mais je crois que sous le régime, sous Pompidou et Giscard, il y a dû avoir un gars guillotiné, donc c'était pas... Oui, c'était... C'était déjà en voie de disparition. Voilà, tout à fait. C'était déjà en voie de disparition, mais c'est une question extraordinairement compliquée, comme celle de l'avortement, comme celle de l'euthanasie. C'est des questions qui touchent à la vie, donc c'est extrêmement difficile. Mais je voudrais ici porter à la connaissance des gens ce qu'avait dit un homme qui était Lee Kuan Yew, qui était le gars qui a créé Singapour de toutes pièces. Qui était un Chinois qui a pris un pays en 48. Un des hommes politiques les plus intéressants de l'histoire, qui disait les choses franchement qui étaient très étonnants. Élevé à Cambridge, les meilleures notes à Cambridge, il était triple first à Cambridge, qui est rarissime. Bref. Et je l'ai entendu un jour avec une journaliste américaine qui lui demandait, mais alors la peine de mort, Singapour, c'est très mal et tout. Bon. Il disait, madame, c'est très mal, je suis tout à fait avec vous, c'est très très mal. Mais voyez-vous, nous sommes dans un continent, dans une mer où il y a beaucoup de drogue. Et la drogue, ça détruit des familles entières, ça détruit des civilisations, ça détruit des hommes, ça détruit des femmes. Ils en meurent, ça détruit des parents qui sont désespérés. Et donc, si vous voulez en finir avec la drogue, il n'y a qu'une possibilité, c'est la peine de mort appliquée aux trafiquants de drogue dès qu'ils sont pris et immédiatement. Et quand vous arrivez à l'aéroport de Singapour, on vous dit, si vous avez de la drogue, ne sortez pas de l'avion. Hein, et si vous sortez de l'avion et que vous faites choper, vous avez beau être français, etc., on vous pend. Moyennant quoi, ils n'ont pas de drogue. Et il n'y a pas des dizaines de morts. Donc, ce que la vie m'a appris, c'est que malheureusement, si le crime paye, vous avez beaucoup de criminels. Quand le crime ne paye pas du tout, c'est ce qu'on avait discuté la dernière fois, tous ces gars au San Salvador, vous vous souvenez? Tout à fait, bien sûr. Ils ont mis 5% de la population dans des tôles absolument invraisemblables, et moyennant quoi, ils ont zéro crime. Ouais. Donc, à un moment ou à un autre, on ne gouverne pas innocemment. Oui. Donc, aujourd'hui, on veut gouverner innocemment. Aujourd'hui, on ne tuera pas les criminels. Ouais. Oui, ça me paraît une excellente idée. En effet, comme disait Victor Hugo, un châtiment irréparable suppose une justice infaillible. Oui, bravo. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites quand vous avez des trafiquants de drogue qui détruisent les familles, qui détruisent les banlieues, qui détruisent tout? Vous leur donnez un petit coup sur le derrière en disant non, c'est pas bien. Mais si ça paye, le kilo de cocaïne, je crois, en Bolivie est à 400 €, et à Paris, il est à 60 000 €. Vous imaginez la marge? Oui. Si vous amenez vos 10 kilos de cocaïne, vous pouvez prendre votre retraite. Si vous avez peu de chance de vous faire choper, c'est sûr que... Non, mais si vous faites choper, vous faites 4 ans de tôle. Oui. Si vous voulez, 4 ans de tôle pour 600 000 €, ça vaut peut-être la peine. Oui. 2 400 000 €, pardon. Donc, moi, je pense que je l'ai fait. Hein. Mais en tout cas, c'est tentant. Si on me fait un contrat, allez, 4 ans de tôle versus 2 millions, moi, je pense que je l'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et donc, la vraie question, c'est comment vous empêchez les familles d'être détruites par la drogue? Comment vous empêchez tout ça? Et moi, je trouve que c'est admirable d'avoir la belle conviction de M. Badinter, mais M. Badinter, c'est avec lui qu'au départ de Mitterrand, etc., que la criminalité a vraiment commencé à monter, quoi, en France. Oui, c'est vrai, oui. Donc, c'était certainement un homme très bien, mais il aurait bien fait de rester avocat. Ouais. Et il n'aurait jamais dû être ministre. D'ailleurs, parce que du coup, à l'occasion de sa mort, il y en a plein qui ont déterré donc, son fameux discours à l'Assemblée nationale où il dit voilà, la peine de mort n'est pas dissuasive, etc.
Elle est dissuasive, on le sait très bien aux États-Unis, parce qu'il y a des pays... Elle est dissuasive lorsqu'elle est appliquée. Voilà. Lorsqu'elle n'est pas appliquée, elle n'est pas dissuasive. Non, mais seulement aux États-Unis, il y a des États qui ont la peine de mort, comme le Texas, et des États qui l'ont pas. La criminalité dans celle où il n'y a pas de peine de mort est beaucoup plus forte. Évidemment. Donc, si vous voulez, tout ça, ça fait partie aussi de le mythe qu'on nous a expliqué, qu'il n'y a pas de gens méchants, il n'y a pas de gens dangereux, il n'y a que les flics qui sont dangereux. Oui, ouais. Mais voyons, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris dans ce qu'a dit Tucker Carlson. Il a dit, bon, j'étais à Moscou, je suis resté 3 jours à Moscou. Il a dit, mais c'est une ville au poil. Il y a 13 millions d'habitants, donc c'est quand même une très grande ville. Il n'y a pas de crime, tout est propre. Les grands-mères se promènent à 2h du matin, il leur arrive rien. Vous allez à Singapour, il n'y a pas de crime. Vous allez à Hong Kong, il n'y a pas de crime. Vous allez à Pékin, il n'y a pas de crime. Vous allez à Tokyo, il n'y a pas de crime. Et puis vous rentrez chez nous, et vous ne pouvez pas sortir, les filles se font agresser, etc. Donc, à quel moment la protection de la vie du criminel... Mais qu'est-ce qu'on estime juste au final ? Voilà, qu'est-ce qu'on estime juste ? À quel moment ? Moi, c'est une histoire que je raconte toujours. Ma mère habitait en face de l'UNESCO. C'était, je ne me souviens plus, juste en face de l'UNESCO. Donc, dans le 7e, là, boum. Et elle est sortie 1 ou 2 fois, et elle s'est fait arracher son sac. Bon, elle avait 75 ans, elle s'est fait arracher son sac. Bon, très bien. Et elle n'osait plus sortir de chez elle. Ouais. Et donc la question c'est, est-ce que vous voulez une ville où les vieilles dames ne peuvent plus sortir de chez elles et sont en prison chez elles, ou est-ce que vous voulez une ville où les types qui arrachent le sac des vieilles dames, ils n'ont pas l'occasion de le faire 2 fois, quoi. Ouais. Je sais pas, ça se Moi, discute. je préfère la deuxième option. Mais après, à l'évidence, pas Robert Badinter. Bien sûr, c'est sujet à débat, mais oui, déjà, faut... Donc, mettre un gars au Panthéon qui, dans le fond, a pris des mesures favorables aux criminels, ça me paraît un peu héroïque. En fait, on veut jamais voir le revers de la médaille. On veut pas voir les conséquences. On veut toujours dire, oui, voilà, c'est vertueux, en quelque sorte, d'avoir pitié envers le loup. Mais on oublie que la pitié envers le loup n'est que la cruauté envers l'agneau. Et on oublie ce revers-là de la médaille, et je ne vois pas en quoi c'est particulièrement vertueux. Et il faut jamais oublier que les abolitionnistes de la peine de mort, comme Badinter, se basent énormément sur cette célèbre nouvelle de Victor Hugo, bien sûr, le type Dernier jour d'un condamné. Mais on ne sait jamais de quoi il est condamné, le mec. Exactement, c'est extrêmement symptomatique parce que je trouve que ça dit tout. Parce que la peine de mort, elle est absolue. On peut pas dire je suis contre la peine de mort, sauf dans tel cas ultra machin. Bah non, soit t'es contre, soit t'es pour. Mais normalement, on est censé pouvoir dire non à la peine de mort lorsqu'on est contre, même face au crime le plus abominable qu'on puisse imaginer. Et dans cette nouvelle de Victor Hugo, alors on nous raconte, on est dans la perception du mec qui vient d'être condamné, qui sait qu'il va mourir, qui vit ses dernières heures, etc. Mais à aucun moment, on ne sait quoi que ce soit sur la victime, et à aucun moment, on ne sait quoi que ce soit sur le crime. Pourquoi il est coupable ? Pourquoi il a été condamné à la peine de mort ? On ne sait pas. Dans la perception d'Hugo, il peut avoir peut-être violé et tué 15 enfants, ou alors il peut avoir volé un bout de pain, on n'en sait absolument rien. Non. Et je trouve que c'est une fausseté intellectuelle et d'une hypocrisie absolument énorme. Parce que forcément, quand on lit ça, on se dit « Oh, voilà, le pauvre ». Oui, mais peut-être que si on se plaçait... On pourrait d'ailleurs faire l'exercice inverse, c'est-à-dire se mettre dans la perception de la victime, se dire qu'est-ce que ce mec a fait, de quoi s'est-il rendu coupable, peut-être mériterait-il la peine de mort, peut-être que moi-même je pourrais me charger de lui mettre 2 balles dans le crâne. Qu'on oublie toujours, c'est vous avez des gars qui ont été condamnés à la prison à perpétuité ou j'en sais rien parce qu'ils avaient tué et puis qui en sortent au bout de 15 ou 20 ans. Tout à fait. Et qui recommettent des crimes. Absolument. J'ai un exemple parfait et d'ailleurs il a été condamné d'ailleurs avant même l'abolition de la peine de mort. Donc en fait évidemment ça n'avait rien de particulièrement révolutionnaire à l'époque d'abolir la peine de mort. C'était quasiment plus appliqué dans le milieu judiciaire. C'est dans le droit européen maintenant. On n'a plus le droit de la rétablir. Oui, effectivement. D'ailleurs on n'a pas le droit non plus de rétablir de mettre en œuvre une perpétuité réelle dans notre droit. Normalement, on n'a pas le droit. Donc, par exemple, je veux prendre cet exemple d'Albert Millet, surnommé le sanglier des morts, tueur multirécidiviste qui avait tué la tante et la tutrice de son ancienne petite amie, mineure entre parenthèses, en 1954. Il a été condamné à mort à l'époque, mais sa peine a été commuée en perpétuité, puis
réduite à 20 ans de prison. Donc il a été libéré, d'ailleurs avant le terme, en 1973. Et en 1979, il tue sa compagne d'alors. Il est de nouveau condamné à la réclusion à perpétuité, libéré sous conditionnel en 2001, à l'âge de 72 ans. Donc on pourrait se dire peut-être à cet âge, on n'a plus tellement la pulsion de mort. Mais en fait non, on se tromperait puisqu'il tue un ami de sa nouvelle compagne en 2007 avant de se suicider donc devant les policiers. Donc à titre personnel, je ne considère pas forcément que... Je ne suis pas particulièrement religieux personnellement, mais je ne considère pas que la vie de cet individu soit particulièrement sacrée. Non, mais surtout si on avait exécuté la peine de mort la première fois, il y aurait eu deux aurait personnes innocentes qui ne Absolument. seraient pas mortes. Ouais, Donc c'est tout à quand fait. même... encore une fois, je n'ai pas la solution, mais je veux dire que... mettre un type au Panthéon parce qu'il a pris une décision que je considère comme lâche, face aux responsabilités de l'homme d'État, qui n'est pas de choisir entre une bonne et une mauvaise solution, mais de choisir entre deux mauvaises, ben je considère que c'est une incongruité. Ouais. Et il refuse de choisir ça. Et d'ailleurs, pareil, sur Dernier jour d'un condamné, encore une fois, c'est un plaidoyer contre la peine de mort. Mais je dois dire que, parce que j'ai relu il n'y a pas longtemps, et on pourrait faire exactement le même récit contre la prison en elle-même. C'est-à-dire le mec qui est... En fait, on n'est pas obligé de se dire que le type va mourir demain. On peut juste se dire « Ah bah voilà, je suis condamné à passer ma vie entre quatre murs, c'est horrible, vous vous rendez compte ?» Et là encore, on ne saurait pas de quel crime il s'est rendu coupable, et on pourrait tout à fait faire un plaidoyer anticarcéral là-dessus, en disant bah finalement, en fait, la criminalité, ça fait partie de la vie, et donc il faut accepter de vivre avec des criminels au quotidien. On pourrait tout à fait faire ça selon la même méthode que Hugo a utilisée. Donc bon, moi j'entends bien sûr tous les arguments contre la peine de mort. Je veux pas. Mais alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quand les gens qui sont favorables, il y a toujours quelque chose qui m'a surpris, c'est que si vous voulez, les gens qui sont favorables à la peine de mort sont en général hostiles à l'avortement et à l'euthanasie. Et puis les gens qui sont contre la peine de mort sont favorables à l'euthanasie et à l'avortement. Il me semble qu'il y a une petite contradiction là, non ? C'est sûr, il y a une contradiction. En tout cas, sur en fait comment on considère la mort. Est-ce que la mort, comment on considère la vie surtout ? Voilà, est-ce qu'on considère que la vie est sacrée, qu'on ne peut pas y toucher, que la vie appartient uniquement à son porteur et pas à quelqu'un d'autre ? À ce moment-là, c'est sûr. Si la vie est sacrée, alors on est contre la peine de mort, on est contre aussi l'avortement, on est contre l'euthanasie. Et effectivement, c'est ce que notait d'ailleurs Eugénie Bassier, c'est que tous ceux qui aujourd'hui veulent panthéoniser Badinter sont aussi pour administrer la mort, littéralement, à des adolescents qui ont quelques problèmes personnels. Mais on se dit peut-être aujourd'hui, combien de gens qui vivent une vie formidable, qui sont heureux, ne vivraient pas cette vie si à 20 ans ils avaient eu l'occasion de se faire euthanasier. Parce que c'est un âge... L'euthanasie, c'est un truc extraordinaire, tu ne donneras pas la mort. Donc c'est... voilà, moi je comprendrais bien qu'on soit contre la peine de mort, mais à ce moment-là, il faut être aussi contre l'euthanasie et contre l'avortement. Ou sinon alors... Ou alors faut le justifier, mais de manière... faut être un sacré contentionniste, quoi. Ouais, mais là, il faut être très habile, là. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, je voulais évoquer... Moi, je serais plutôt contre la peine de mort dans tous les cas de figure. Oui, mais vous êtes cohérent. Moi, c'est plutôt l'inverse. Alors, je suis pas non plus Lee Kuan Yew. Peut-être pour les trafiquants de drogue, c'est peut-être un peu exagéré. Mais enfin, après, chaque pays a sa culture et a sa manière de lutter contre le crime. Mais enfin, je pense qu'il y a des crimes absolument abominables pour lesquels je trouve que en fait, ce n'est que la justice dans certains cas. D'administrer la mort effectivement pour des criminels pour lesquels on n'a vraiment aucun espoir et qui sont rendus coupables de crimes juste qui sont mis totalement en dehors de toute humanité, quoi. Et je suis favorable dans une certaine mesure très contrôlée à l'avortement, et en revanche je suis assez défavorable à l'euthanasie.
Voilà. Telle est ma position. Vous êtes incohérent, mais c'est pas grave, Oui, vous serez pardonné. Sûrement. Mais moi, je suis un peu contorsionniste, donc moi, ça va. Moi, je peux pas parce que à 80 balais, je suis souple comme un verre de lampe. Voilà, c'est plus difficile. J'aurais du mal à me contorsionner en quoi que ce soit. Donc voilà. Bah écoutez, on a bien travaillé. Ouais. C'était un bon mardi. On a résolu tous les problèmes du monde. Exactement. Voilà. S'il y a encore des problèmes, mettez-le dans les commentaires et on les résoudra la semaine prochaine. Voilà. On va pas tout faire en une semaine. Voilà, exactement. En une heure, forcément, notre marge de manœuvre est un peu limitée. Donc, je vous dis un grand merci, bien sûr, pour votre attention. Comme chaque mardi, je précise quand même que ces émissions, elles sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Que, encore une fois, bien sûr, le livre de Charles Gave est encore disponible. La vérité vous rendra libre. Il continue à être toujours numéro 1 de tous les trucs économiques sur Amazon. Voilà, exactement. Par contre, j'ai des amis qui sont allés à la FNAC là, pendant le week-end et il n'y était pas. Je suis douloureusement surpris. Bah, je sais pas. Que dans le temple du gauchisme culturel, je ne sois pas mis. Ah, c'est décevant quand même. C'est décevant, ça prouve que... Mais après, j'imagine que ça dépend des FNAC. Je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils n'étaient peut-être pas déjà au courant au départ. Ils n'en avaient plus, ils l'avaient tellement vendu qu'ils n'en avaient plus. Alors déjà, c'est possible. Et puis après, je pense que c'est aussi, si jamais ils ont 3-4 personnes qui leur demandent le livre, qui ne l'ont pas, et ben ils disent, peut-être finalement c'est intéressant, on va le commander. Ils en commandent, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine. Et il y a l'article sur Causeur qui est sorti chez moi. Il y a 2 ou 3 articles qu'il faut que vous lisiez. L'économiste du peuple. Tout à fait. Je suis très content, je trouve que c'est très bien. L'économiste du peuple, je trouve ça au poil. Effectivement, j'ai lu l'article, il est très bien, très sympa. Donc voilà, vous pouvez aussi acheter le dernier Causeur. Il y a tout un article, même tout un petit dossier de 4 pages sur votre serviteur. Et donc, encore un grand merci. Et je vous dis la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.